Dans l'art de la gastronomie, le goût est plus important que tout. À ce sujet, les Chinois ne se sont jamais restreints à une liste d'aliments fades. Ceux qui comprennent vraiment la nourriture cherchent, à travers des expériences sans cesse renouvelées, à transformer la nourriture avec inspiration. Dès qu'il fait jour, Yao Guiwen place son plat en bambou sur le toit. Ces boules de tofu sont le fruit de plusieurs jours de travail de Yao et de sa femme. Certains morceaux de tofu ont déjà commencé à jaunir, mais ce léger changement de couleur est loin d'être suffisant. Yao Guiwen doit encore patienter quelques jours. Lorsque le tofu est sec, dur et brun foncé, cela signifie qu'il est arrivé à maturité. Ce changement provient de la fermentation naturelle. Wang Tzuehua emballe fermement les tofu dans de petits morceaux de gaz tout en pressant pour faire sortir l'eau, afin que les tofu soient façonnés. Il faut se dépêcher car les tofu frais peuvent être avariés rapidement. Elle doit travailler rapidement, sans relâche. Pour Yao Guiwen, un bon feu de charbon est la clé de son travail de l'après-midi. Linan est un village situé dans la ville antique de Guchang, du quartier Honghe, dans le Yunnan. Au XIe siècle, il était l'un des plus importants villages du sud-ouest de la Chine. De nos jours, cette renommée a perdu de son éclat. Tout comme les autres petites villes du Yunnan, Jianshui est une agglomération multiethnique qui rassemble des cultures différentes et où se forme une atmosphère et un style particulier. La chaleur du charbon de bois fait rapidement prendre du volume au tofu dur, comme si c'était de la pâche fermentée. Les gens de Jianshui savent très bien profiter de ce séchage à l'air et de la fermentation pour créer une saveur particulière. Les sauces avec lesquelles on mange du tofu sont très diverses, mais pour Yao Guiwen, c'est la qualité du tofu lui-même qui est le critère le plus important. La chaleur et le degré de sécheresse de la vallée sont très favorables pour la fermentation du tofu sans pour autant qu'il ne pourrisse. Yao Guiwen est plus sensible que beaucoup d'autres au sujet du lien subtil qui lie le vent, l'eau, la lumière et le soleil au tofu. Voici le plus célèbre puits de Jianshui. À côté du puits, les femmes ont construit un pipeline de tofu à la force de leurs doigts. L'eau est indispensable pour chaque étape de fabrication du tofu. Ces gens, dont le village possède 128 puits, connaissent très bien l'eau.
Les Chinois croient que l'eau peut nourrir la spiritualité et la conscience du peuple. C'est exactement comme le rôle de l'eau dans la fabrication du tofu. Il existe entre les deux une ineffaçable relation. À 40 km de Dianshui, on trouve la ville ancienne de Sheping où le tofu est très différent des autres. La taille des tofus déjà façonnés est énorme. Ce qui est rare, c'est qu'ils sont très résistants et ne s'abîment presque pas. Juste un peu de sel suffit à leur assurer une conservation optimale. La province chinoise du Hunan n'a jamais été une zone importante de production de soja. Il n'empêche que le tofu fait depuis longtemps partie de l'histoire de cet endroit. Manger un tofu, jeter un maïs est la façon la plus répandue de faire les comptes entre acheteurs et vendeurs. Donnez-moi 4 yuan. En 30 ans, le petit stand de tofu de Yao Guiwen ne s'est jamais désempli. Il faut 30 minutes pour faire un aller-retour du stand à la maison, ce qui revient quasiment à traverser toute cette ancienne ville. Le développement rapide de la région a changé beaucoup de choses à Dianshui. Au milieu de cette longue course du temps, des choses disparaissent ou changent, d'autres arrivent. Mais il y en aura toujours qui seront préservés, qui résistent à l'usure du temps qui passe. La vie de Yao Guiwen et Wang Tsuehua tourne autour du tofu. Ils vivent simplement, mais durement. Le plus grand rêve de Yao est d'aller pêcher dans les grands lacs lointains. Cependant, il n'a jamais eu l'occasion de le réaliser. Il n'a aucune qualité. J'ai beaucoup de défauts. Toi, bien sûr, t'as que de qualité. Pour ce couple, chaque morceau de tofu est très précieux. C'est grâce au tofu qu'ils peuvent entretenir leur famille et avoir une vie heureuse. En un peu plus de 1000 ans, avec l'immigration répétée des ethnies du Nord, la culture de tofu, qui représente la culture culinaire des plaines centrales de Chine, a été profondément enracinée dans cette région prospère du sud-ouest, y puisant son caractère unique. Ces détails de fabrication, qui proviennent de la même école, nous font penser aux plaines centrales de l'arrière-pays, à des milliers de kilomètres de là. Là-bas, le tofu a traversé 2000 ans d'histoire, de sa naissance à sa prospérité. Hu Xuebing se dépêche pour aller vendre ses tofu du jour au marché du matin dans le district. Le district Shou est une petite ville ancienne au nord de la province de Lanhui. Ici, les gens ont un rapport très particulier avec le tofu. Ils sont vaincus que c'est leurs ancêtres qui ont inventé le tofu. À la mi-octobre, dans la région Wanbei de Lanhui, le soja a déjà été récolté depuis longtemps et entreposé.
Le tofu fabriqué à base de soja frais a toujours été le plus populaire. Dans l'histoire millénaire de l'agriculture chinoise, le soja occupe une place très importante. Parmi les légumes connus, le soja est la source de protéines la plus abondante et la moins chère. Cependant, ses débuts n'ont pas été simples. En effet, les graines de soja cuites ne suscitent pas l'appétit et provoquent beaucoup de flatulences. Il était donc impératif de trouver la meilleure façon de manger du soja. La poudre blanche dans la casserole et du gypse. C'est la clé de la transformation du lait de soja en tofu. La technique utilisée par Ru Xuebing est exactement la même que celle de ses ancêtres. Encore une fois. Non, sinon le tofu deviendra dur. Dans le lait de soja bouillant, le processus de gélification lors de la fusion entre les protéines dénaturées et le gypse peut se produire très rapidement. Ce changement se produit de manière si brusque que ce moment-là est facilement perceptible. Il y a bien longtemps déjà, le gypse était souvent mentionné dans les grimoires des sorciers chinois. Il paraît même que c'est à cette époque que remonte son rôle dans la fabrication du tofu. Beaucoup de gens croient qu'il y a 2000 ans, c'est Yuan, le roi de Huainan, qui, passionné par l'alchimie, a fait naître le tofu par inadvertance. Il était en train de mélanger des pousses de cinabre avec du lait de soja lorsqu'il a poussé du gypse par hasard dans le mélange et a vu le tofu naître sous ses yeux. On n'a jamais vérifié la véracité de cette naissance assez théâtrale du tofu. Ce dont on est sûr, c'est que le peuple chinois est certainement passé par une longue période d'expérimentation avant que le tofu ne devienne l'excellent mets chinois qu'il est aujourd'hui. Dans tous les cas, la naissance du tofu a complètement changé le destin de la graine de soja. Le tofu, par sa grande souplesse d'utilisation, a grandement inspiré l'imagination culinaire du peuple chinois. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles l'utilisation du soja était problématique. Le fait qu'il contienne des inhibiteurs de trypsine qui empêchent la bonne assimilation des protéines, son sucre difficilement absorbable, ainsi que la présence d'acide phytique. Tous ces inconvénients ont peu à peu disparu, volontairement ou pas, grâce aux procédés de transformation utilisés par les anciens. La création du tofu a optimisé l'absorption et l'utilisation des protéines du soja. Les cuisiniers chinois connaissent une quantité de choses incroyables sur le tofu. On peut dire que le peuple chinois exprime sa souplesse d'esprit et son adaptabilité à travers le tofu. L'invention du tofu a contribué à la sublimisation du soja. Ce liquide, de couleur laiteuse, donne beaucoup d'imagination aux gens. Dans les vastes prairies du nord de la Chine, les bergers mongols se nourrissent du flot d'une autre saveur délicieuse. À la fin du mois de septembre, la prairie d'Ujumutsin a perdu sa couleur verte.
Mongbatar et sa famille se dépêchent d'emmener les animaux pour la dernière pâture avant que l'hiver arrive. En plein milieu de l'automne, l'air se rafraîchit considérablement dans les prairies. Les bousses de vaches sèches servent à attiser le feu. Le thé au lait est toujours présent pour le petit déjeuner. Le thé en brique, le beurre, le riz sauté et le lait sont les ingrédients majeurs que l'on trouve dans une marmite de thé au lait. Le tofu au lait a été préparé il y a quelques jours. La vie des habitants de ces prairies est intimement liée au thé et au tofu au lait. Ces aliments contiennent toutes les vitamines et tous les sels minéraux qu'on trouve habituellement dans les fruits et légumes, difficiles à se procurer dans ces contrées. La prairie a une capacité presque magique à simplifier le quotidien. Moudou est la vache de Mongbatar. Elle est en période de lactation. La mère doit avant toute chose s'occuper de son veau afin de pouvoir traire sa vache. Le lait n'est pas aussi simple à fermenter que lorsqu'il fait plus chaud. Par conséquent, la mère doit se dépêcher de fabriquer la réserve de yaourt au tofu pour l'hiver. La peau qui se forme à la surface de la crème doit être soigneusement enlevée. C'est une partie très précieuse. Le lait fermenté s'agglomère en morceaux de lait caillé. Les protéines et le petit lait sont séparés par l'action de la chaleur. Le petit lait n'est pas gaspillé, il constitue la meilleure nourriture pour le bétail. Il faut malaxer sans cesse pour que l'agglomérat de lait ne colle pas au fond de la marmite. Lorsqu'il ne reste presque plus de petit lait, on remplit les moules avec l'agglomérat de lait encore chaud. Mongbatar donne d'abord le tofu au lait tout frais à son grand-père. C'est le mets le plus délicieux. En direction du sud, à des milliers de kilomètres de là, dans la province du Hunan, c'est à peu de choses près la même histoire. De lourdes et imposantes baguettes en bois sont utilisées avec habileté et très vite, une boule de lait toute lisse est pétrie. En 2 temps 3 mouvements, la boule est étirée en une longue pâte fine et enroulée sur un support en bambou. À Dali, dans le Hunan, loin des prairies du Nord, l'ethnie Bai transforme le lait de façon similaire. Les supports en bambou sont mis dans la cour pour faire sécher à l'air la pâte de lait, ce qui donne l'impression de voir d'innombrables cloches éoliennes. Il y a 800 ans, les Mongols de l'époque de Rubilai Khan ont migré vers le Hunan. Ils ont amené avec eux les produits laitiers provenant de leur lointain pays natal. Ils ne pouvaient évidemment pas s'imaginer que leur façon de transformer le lait se transmettrait de génération en génération.
La mère sort du moule en bois du tofu au lait déjà solidifié. Le tofu au lait qui a séché à l'air peut être stocké pendant une longue période. Les gens se nourrissent rarement de viande car le bétail est précieux. Dans la prairie, les produits laitiers divers et variés sont devenus la source d'alimentation principale. Voici un grand restaurant mongol à Beijing. Le dos d'agneau grillé est le plat le plus commandé par les clients. Les gens associent en effet ce plat au mode de vie rugueux des prairies éloignées. Mais pour les habitants de ces prairies lointaines, les produits laitiers sont bien les aliments qui accompagnent le plus leur vie quotidienne. La pluie a fait chuter la température à 0 degré. Dans la brousse, petite sœur a retrouvé un agneau égaré du troupeau. Ces bovins et ovins représentent les ressources de cette famille. Ils font partie intégrante de la vie des bergers. Monk Bâtard a enfilé ses nouveaux vêtements d'hiver. Avec le thé chaud et le tofu au lait, Monk Bâtard ne ressent pas du tout le froid. Ces produits laitiers l'aident à conserver sa chaleur corporelle assez longtemps pour qu'il puisse emmener les bêtes en pâturage toute une matinée. Ces jumelles sont le trophée de guerre de grand-père. Monk Bâtard a perdu son père à l'âge de 3 ans. Depuis tout petit, il apprend à faire paître les bêtes avec son grand-père. Son grand-père lui a dit que dans la vie, pouvoir être un bon berger est suffisant. Lorsqu'il se met en selle, équipé de sa perche pour attraper les chevaux, Monk Bâtard se sent très fort. Dans les régions situées à l'extérieur de la prairie, le pâturage a été remplacé par l'agriculture, car les conditions ne sont pas réunies pour faire de l'élevage à grande échelle. Les terres, en quantité limitée, sont donc utilisées en priorité pour l'agriculture. Les produits laitiers, en fin de compte, n'occupent pas une place importante dans la cuisine du peuple des plaines centrales. Le peuple de cette civilisation agricole s'est tourné vers une autre sorte de ressources, les végétaux, pour obtenir les précieuses protéines. Pour ces Chinois, qui au cours de leur histoire ont toujours manqué de viande, non seulement leur sagesse mais aussi la chance leur ont permis de trouver, en consommant certaines catégories de végétaux, un autre moyen de combler leur carence en protéines. Dans cet ancien temple perché dans la montagne de Tiantai dans le Zhejiang, les moines sont en train de préparer le repas le plus important de la journée. Ces pratiquants ne mangent que des plats végétariens. La vie d'un pratiquant est dure, même le repas quotidien est considéré comme un devoir à accomplir. En réalité, il n'y a que les Chinois qui pratiquent le bouddhisme Han qui s'obligent à manger végétarien, ce qui a eu un impact profond sur la tradition chinoise végétarienne depuis 1000 ans. Le tofu, qui provient des plantes, respecte non seulement ce précepte mental rigoureux, mais satisfait également au maximum les besoins nutritifs du corps.
En ce qui concerne l'apport en protéines, les aliments à base de soja sont les seuls qui puissent aisément remplacer la viande. Et pour les végétariens, c'est l'idéal. Le tofu chinois, de par l'expression consacrée, est paisible et taciturne. Sa production et sa consommation impliquent un certain niveau de spiritualité. Les anciens font l'éloge du tofu, de la paix et de la vertu. Les gens qui mangent du tofu peuvent se contenter d'une vie pauvre. Ceux qui fabriquent le tofu savent comment laisser les choses se faire naturellement. Dans le sud de la province de Lanhui, l'environnement géographique et climatique particulier a façonné des habitants au caractère tranquille et réservé, mais a également donné naissance à un aliment unique. Ces aliments étranges, desquels dépassent des filaments blancs, sont en fait du tofu. La saison de forte production n'est pas encore arrivée et Fang Xingyu peut en général vendre l'intégralité de son stock de tofu poilu avant midi, ces derniers étant considérés comme une nourriture précieuse. Ce duvet dense à la surface du tofu amène facilement les gens à s'imaginer toutes sortes de choses, comme le fait qu'il s'agisse d'animaux. En effet, on peut dire qu'il y a de la vie là-dessous. Ces filaments blancs appartiennent à un champignon appelé mucor. Ils donnent une nouvelle vitalité au tofu. Ces derniers temps, Fang Xingyu confie la plupart du travail de son atelier de fabrication de tofu à sa fille aînée. Comme elle est l'aînée de la famille, sa mère veut qu'elle prenne en main l'avenir de leur atelier. La couche supérieure du lait de soja se solidifie peu à peu. Cette dernière met en évidence la haute teneur en huile du soja. Mais cette huile est superflue dans la fabrication des tofu poilus. Ces fines peaux huileuses sont ensuite mises à sécher à l'air sur des baguettes en bambou pour réaliser un autre type de tofu dérivé du tofu poilu. C'est un mets différent avec une texture différente mais tout aussi délicieux. La clé de la production de tofu poilu est d'utiliser l'eau acidifiée fermentée maison pour provoquer l'halogénisation. Les éléments acides servent aussi à faire agglomérer les protéines qui sont contenues dans le soja. Mais le rôle le plus important que joue cette eau, c'est que lors de l'halogénisation, elle entraîne avec elle les micro-organismes servant à la fermentation. Partout en Chine, la fabrication de tofu est un travail extrêmement pénible. Lors du repas, les membres de la famille viennent à table et la quittent à tour de rôle. À la fin du repas, c'est la grande sœur qui arrive. La petite sœur l'accompagne pour finir le repas qui est déjà froid. Je ne veux pas qu'elle continue à faire du tofu toute sa vie comme ma mère. Pour la mère et la grande sœur, l'atelier de tofu est indissociable d'une grande partie de leur vie. Fang Xingyu ne fait pas de tofu poilu lorsqu'il fait trop chaud et humide comme en été. En effet, dans cette atmosphère digne d'un sauna, il est très difficile de contrôler la procédure de fermentation.
En revanche, durant le reste de l'année, le climat humide et tiède de Huizhou favorise la fermentation du tofu par les micro-organismes. Fang Xingyu veut enseigner tout cela à ses filles. Ce fin duvet est un champignon. C'est le résultat du mariage harmonieux de la levure et des bactéries. Le goût du tofu, bon ou mauvais, découle directement de ce processus de fermentation. Les habitants de Huizhou, qui adorent la gastronomie, sont d'inséparables amis du tofu poilu. La façon de consommer le tofu peut être simple ou bien très complexe. Pour les vieux habitants de Huizhou, un peu de sauce pimentée ajoutée à ces tofu grillés au feu suffit à leur donner un goût idéal. À l'intérieur du tofu se sont déjà produits beaucoup de changements. Les champignons sécrètent des enzymes, les protéines contenues dans le soja se transforment alors en molécules de peptones, en peptides et en acides aminés. Cette série de réactions a pour effet de donner au tofu un goût exceptionnel. Cette saveur particulière est appelée le goût du pays par les habitants de Huizhou. Ces petites particules parmi les champignons sont des spores dispersés. C'est le signe de la maturité du tofu poilu. Les Chinois excellent dans l'utilisation intelligente de ces micro-organismes. En réalité, cette sagesse dans l'art de la transformation culinaire a déjà brillé par le passé. Le vin est certainement l'exemple le plus frappant de l'utilisation des micro-organismes dans la transformation des aliments. Le vin jaune, fabriqué à base de riz, est l'un des plus anciens alcools du monde. De bon matin, en ce début d'hiver à Shaoxing, il commence à pleuvoir. C'est un bon signe pour les fabricants de vin. Les levures adorent ce froid, persistant mais pas glacial. Dans les anciens ateliers du vin, les ouvriers vont et viennent. Ils sont en train de préparer les tribus pour vénérer les dieux, les ancêtres. Aujourd'hui, c'est le jour de l'invocation du dieu du vin. Aucune négligence n'est autorisée. Même le meilleur fabricant de vin ne peut être assuré de produire du bon vin chaque année. Ceci en raison de l'incertitude de plusieurs paramètres tels que le climat, le vent, l'air et les bactéries. Cette cérémonie annuelle est organisée par les fabricants de vin pour exprimer leur respect vis-à-vis de la nature. La fabrication du vin jaune de cet hiver va bientôt commencer à Shaoxing. Sur la même latitude que Shaoxing, on trouve Xiuning, district de la région de Guyue dans la province de Lanhui. Chang Jinshun, 73 ans, est en train de préparer leur propre vin de riz glutineux. Pour les personnes âgées, la fabrication du vin n'est pas quelque chose de très difficile. Dans la région de Jiangnan, prospère et peuplée, le riz est un élément indispensable dans la vie de tous les jours.
La période qui précède le Nouvel An, on travaille peu dans les champs. Pour ces gens, c'est naturellement la période idéale pour faire quelques bonbonnes de vin au riz, afin de les offrir comme tribut aux ancêtres, pour offrir aux invités chez soi ou encore pour sa propre consommation. La levure, qui sert à fermenter le vin en forme de cocon, est l'âme de la distillerie. Ce sont ces grains qui s'accrochent aux bactéries. Dans ce mélange, composé de poudre de riz et d'herbes de la famille des Polygonum, on retrouve toutes sortes de bactéries de fermentation dormante qui attendent le bon moment pour se réveiller. Chang Jin-chun mélange uniformément les levures écrasées et le riz gluant. La levure de fermentation est une invention remarquable du peuple chinois. C'est le moyen le plus ancien mais aussi le plus efficace pour capturer et dompter les micro-organismes. Voici l'étape la plus importante dans la fabrication du vin. C'est la partie la plus incroyable de la transformation. D'abord, on creuse une fosse profonde au milieu du riz gluant déjà mélangé. Ensuite, il faut essuyer ses doigts pour faire retomber tous les grains de riz dans la cuve, puis on saupoudre un peu de levure. Après tout ça, on laisse le temps faire son travail. Les bactéries transforment l'amidon du riz gluant en sucre et les levures transforment le sucre en alcool. Dans l'obscurité, on entend les bactéries de fermentation chanter. Plus on attend, meilleur est le vin. Le vin jaune est épais, lourd, mais a aussi un goût à la fois doux et persistant dans le palais. Avec cette boisson, les Chinois peuvent ressentir à la fois la dureté et la douceur, ceci à chaque fois qu'ils en consomment. Les habitants de Shaoxing consomment du vin jaune. Ce sont des gens tranquilles. Leur attachement aux traditions fait aussi affluer les saveurs sur le bout de la langue. Toutes les familles à Shaoxing ont une bouteille de sauce de soja à la maison. Les habitants de Shaoxing ne peuvent pas vivre sans la sauce de soja. Ce goût, c'est plus ou moins la signature de la ville. Tout se mange avec un peu de sauce de soja. Une salinité suffisante permet de garder la nourriture fraîche pendant une longue période, malgré un environnement humide. Toute nourriture cuisinée dans la sauce de soja s'imprègne fortement de la sauce. Ces plats sont nommés par les locaux les plats maison. C'est une région prospère et peuplée depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, beaucoup de gens habitent encore au bord de la rivière et vivent une vie simple et agréable. Dans le district d'Anchang, en dehors de la ville, les marchés sont installés près de l'eau. C'est la saison de faire des saucisses. Celles-ci sont abondamment placées sur des supports en bambou. Les saucisses d'Anchang sont très connues jusque dans le Jiangsu et le Zhejiang. Le goût des saucisses est principalement obtenu grâce à l'utilisation de la sauce de soja brassée localement. Dans le jardin où l'on produit la sauce de soja, des centaines de grandes jarres remplies de sauce de soja sont exposées.
Ding Woyun, malgré ses 56 ans, est encore très en forme. La sauce est collante et épaisse. Elle exige que les gens la remuent régulièrement de haut en bas pour obtenir une fermentation uniforme dans la jarre. Dans ces jarres pleines de sauce de soja, tous les micro-organismes se restreignent et se compensent. Ces jarres, régulièrement réparées, sont utilisées pendant des dizaines d'années. L'exposition au soleil aide à stimuler la vitalité des bactéries, mais la pluie peut au contraire tout ruiner. Les couvercles des jarres sont tantôt enlevés, tantôt remis. Le temps passe au rythme de ce bruit qui se répète sans cesse. La façon de fermenter la sauce de soja chinoise est unique dans l'histoire humaine. Depuis maintenant plusieurs milliers d'années, son goût est la base de la plupart des aliments que l'on trouve sur la table des Chinois. Dans le nord de la Chine, l'importance de la sauce de soja est encore plus évidente. Chez Wang Yueying, dans la jarre de sauce de soja, il ne reste plus qu'un fond. La salinité de la sauce suffit à éviter qu'elle ne se solidifie malgré le froid glacial de l'hiver. Le sel est depuis longtemps le soutien physique et moral de la population du nord-est de la Chine qui connaît des hivers très rigoureux. Dans 3 mois commencera la saison de production de la nouvelle sauce de soja, mais le travail de préparation doit commencer dès maintenant. Dans la casserole, les graines de soja, à peine cuites, sont écrasées immédiatement. Dans les régions du nord-est de la Chine, la graine de soja est l'unique ingrédient pour fabriquer la sauce de soja. Cette simplicité est aussi une forme de luxe. La terre du Heilongjiang est la plus fertile en Chine. La période de culture et de récolte est extrêmement rapide et courte. Mais c'est dans ces contrées que le soja est produit. Sur le lit en briques chauffées, les pâtes de soja sont façonnées par 3 paires de mains. Une femme voit souvent ses qualités de maîtresse de maison jugées à l'aune du goût de la sauce. On lit les briques de sauce solidifiées avant de les suspendre contre le mur. En 2 mois de temps, leur fermentation s'opère lentement. Le printemps arrivé, la transformation passera à une autre phase plus rapide. En hiver, sous l'influence des hautes pressions des terres mongoles, le froid du nord est plus rigoureux encore que dans d'autres régions. Face au froid, les gens s'adaptent toujours aux circonstances. Dans le bocal, utilisé pour les légumes conservés, le chou connaît une nouvelle vie après avoir subi un processus complexe de fermentation d'une 30aine de jours. L'affection que les gens du Nord ont pour le chou n'a rien de surfait, de superficiel.
En effet, pendant la période froide qui se termine après 7 mois, ce genre de légumes conservés deviennent la nourriture quotidienne. Fermement afin de récupérer l'eau acide issue de la fermentation des feuilles, non seulement pour enlever le goût amer, mais aussi pour que la texture du chou soit plus croquante. Il émane des choux une odeur agréable qui met en appétit. C'est l'odeur que dégagent les acides lactiques. Après la fermentation, les acides oxaliques sont dissociés. Par le processus de l'hydrolyse, les protéines produisent des peptides et des acides aminés. Le goût délicieux de ces aliments est le résultat de ce processus. Le porc accompagne parfaitement le chou, car le chou dissout les graisses contenues dans la viande de porc. La choucroute que l'on trouve dans les poêles des familles du Nord-Est n'est pas un plat très raffiné, mais le contenu de cette choucroute a pris le caractère des gens du coin, francs et généreux. Aujourd'hui, les enfants rendent visite à leurs parents. Les raviolis fourrés au chou constitueront le plat de résistance du dîner de ce soir. Le temps passe, la vie prospère, c'est ainsi que vient de se passer une année entière. Ces techniques de transformation issues de la créativité des gens ont contribué à créer des saveurs incroyables et à sublimer les aliments. Elles font partie intégrante de la culture et se doivent d'être transmises de génération en génération.